Mon nom est Pierre Flock Anderson, je suis ici à Calgary et je suis membre du conseil d'administration de la Fédération des parents francophones de l'Alberta. Et avec moi de la Fédération, nous avons Mireille Péloquin, qui est notre directrice, et Natacha Beauvais, qui est notre assistante. Tous les trois, nous avons pensé qu'avec le reste de la Fédération des parents francophones, qu'il était important d'avoir cette session. Donc bonsoir et bienvenue sur cette session d'information sur la loi Identité-Éducation qui est proposée par le gouvernement provincial albertain en ce moment. Mais en parlant d'identité, il est important pour nous de reconnaître que la FPFA réalise son mandat sur les territoires traditionnels et toujours occupés des peuples Anishinaabe, Déné-Soliné, Dénéka, Kaiwana, Nakora, Niwa, Piikani et Tsuut'ina, ainsi que la nation métisse, aujourd'hui englobée par la province de l'Alberta. Nous avons décidé de faire cette session en juin, qui est le mois de la fierté, un mois de célébration pour la communauté de SLGTB+, ici en Alberta, mais aussi partout dans le monde. Cette proposition de loi affecte en partie certains aspects de cette communauté, particulièrement tout ce qui est au niveau de l'identité de genre. Cette proposition de loi est pour nous, les parents, elle a été écrite pour nous, et pour établir à la fois nos droits et nos responsabilités par rapport à nos enfants. Nous représentons tous les parents francophones de l'Alberta et à ce titre, la FPFA ne prendra de position ni pour ou ni contre cette proposition, mais au contraire organise, comme ce soir, des débats et des réflexions. Ce sujet d'identité de genre est sans doute relativement nouveau pour beaucoup d'entre nous. Ça peut être parfois angoissant, car il s'agit de nos êtres les plus chers, nos enfants, et nous voulons mieux pour leur développement. Et parfois, nous sommes confus nous-mêmes entre un effet de mode du moment et un réel moment important de leur développement. Donc, pour faire la part des choses, nous avons pensé que nous devions vous fournir des informations nécessaires et pertinentes pour que vous puissiez mieux comprendre les enjeux de cette proposition de loi. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui sont ici à l'écran et qui vont se présenter progressivement. Franco-Queer de l'Ouest, l'Association des juristes francophones de l'Alberta, le secrétariat provincial de la SCFA et l'Association des enseignantes et enseignants francophones de l'Alberta qui vont participer à cet atelier ce soir et vous aider à mieux comprendre cette proposition de loi. Maintenant, passer la parole à Roseva de Franco-Queer de l'Ouest, qui sera notre modératrice ce soir. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup pour cette belle présentation, Pierre. Nous sommes vraiment, vraiment contents que la FPFA nous a invités d'être ici. Je suis très contente d'être ici parmi vous ce soir. Moi, je m'appelle Roseva Falk-Jenkins et je suis la gérante de programmation au Comité franco-queer de l'Ouest. J'utilise le pronom elle. Et pour parler un petit peu de le Comité franco-queer de l'Ouest, c'est un organisme francophone pour promouvoir les droits des personnes de LGBTQIA+, dans l'Ouest canadien. Alors, nous offrons des ateliers de sensibilisation sur les enjeux de LGBTQIA+, dans le milieu francophone, ainsi que des ressources. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite d'aller voir notre site web. Et donc, pour ce soir, pour le déroulement, alors nous sommes avec vous jusqu'à 20h30. Alors, on a 1 heure et demie de vraiment parler de, c'est ça, comme Pierre a dit, le loi, comment ça l'affecte tout le monde dans le milieu scolaire. Alors, le but de l'événement, c'est vraiment d'informer sur les changements proposés par le gouvernement provincial et comment ceci affecte le secteur de l'éducation. Euh, alors, en premier, je vais parler un petit peu de la loi qui a été proposée pour qu'on sait le contexte. C'est quoi spécifiquement la loi, comment que ça va affecter le milieu scolaire. Puis après, je vais être très contente d'avoir les interventions de nos 3 invités. Donc, nous avons Maître Christina Wallace, on a Stéphane Kreiner et on va avoir Elisabeth Roche qui vont toutes parler de leurs différents contextes. Et à la suite, on va avoir une période de questions. Alors, on vous encourage de poser toutes les questions que vous avez. C'est vraiment un événement pour votre apprentissage. Par contre, je voulais juste clarifier que l'événement, c'est pas pour une discussion sur la validité des identités de LGBTQIA+. Alors, on est vraiment content de répondre à toutes les questions sur la loi et comment ceci affecte les identités, mais tu sais, on veut avoir le respect pour ces identités et pas questionner les identités telles quelles.
Alors, c'est pour ça qu'on est ici, pour tous parler ensemble. Moi, je suis quelqu'un que j'adore apprendre ensemble en parlant. Alors, je suis vraiment content que vous êtes ici avec nous. Alors, comme Pierre a mentionné, cet événement sera enregistré et partagé par la FPFA. Donc, si vous voulez poser des questions, mais vous voulez garder votre anonymité pour, c'est quand ça va être partagé plus tard, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est éteindre votre caméra, vous pouvez mettre, changer le nom qui apparaît, ça pour garder votre anonymité. Puis si vous voulez aussi poser des questions d'une façon anonyme, vous pouvez m'envoyer un message privé. Alors, comme ça, à la fin, quand il y aura les questions, soit vous pouvez poser à la voix haute ou je peux lire vos questions que vous m'envoyez. Alors, vous pouvez aller sur les trois petits points dans mon petit carré. Puis là, il y a le choix de m'envoyer un message privé. Comme ça, d'autres personnes ne vont pas le voir. Je ne vais pas vous nommer, je vais juste dire on a reçu une question. Alors, c'est une façon pour les personnes, si vous voulez partager votre anonymité. Il n'y a pas de mauvaise question. Alors, c'est comme ça que vous pouvez poser des questions et ça va vraiment être à la fin. Alors, si durant des interventions, il y a une question qui vous arrive, vous pouvez écrire écrire la question dans le chat, puis on va en discuter à la fin parce que je sais que moi, j'ai tout le temps des questions, puis là, j'oublie. Alors, ça aide si vous voulez l'écrire et en parler plus tard. Um, c'est ça, pour parler de la situation politique, puis donner un petit peu de contexte sur ça. Alors, c'est une initiative législative qui a été mise en avant dans la province de l'Alberta. C'est arrivé le 1er février, c'est que la première ministre de l'Alberta a proposé cette initiative. Et juste pour parler de quelques extraits de cette proposition qui a été faite dans le cadre scolaire. Alors, les propositions, c'est que les parents doivent être informés et consentir chaque fois qu'un enseignant voudra aborder des sujets liés à l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou la sexualité humaine dans le cadre d'un cours formel. Le prochain point, c'est que les ressources ou présentations abordant l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou la sexualité humaine qui sont disponibles dans les salles de classe de l'Alberta doivent être approuvées ou au préalable par le ministre de l'Éducation. Un enfant de 15 ans ou moins doit obtenir l'autorisation de ses parents pour modifier son prénom ou les pronoms utilisés par les membres du personnel scolaire. Et le dernier point, c'est que les parents doivent être informés si leurs enfants de 16 ou 17 ans modifient son prénom ou les pronoms utilisés par les membres du personnel scolaire. Alors, il y a plus de propositions dans la loi, mais je voulais juste vous donner ceux spécifiques au contexte scolaire. Si vous voulez savoir les autres plus détails sur la loi, je vais mettre un lien dans le chat très bientôt. Mais premièrement, je voulais passer la parole, inviter nos trois experts pour parler de leur expertise. Alors, en premier, je vous présente Maître Christina Wallace, qui utilise le pronom elle. Alors, elle est avocate praticienne indépendante, associée avec la GFA, l'Association des juristes de l'expression française en Alberta, qui travaille dans le domaine des aînés, la famille et la protection de la jeunesse. Alors, merci beaucoup d'être parmi nous, Christina. Alors, on est très reconnaissant si vous pouvez nous expliquer, élaborer. Alors, quel est le droit de la province pour assurer que les écoles sont des milieux sûrs et bienveillants pour les élèves? Et est-ce que les lois proposées vont aider ou nuire à la sécurité des enfants dans un contexte scolaire, de ton opinion? C'est vraiment des questions très, très importantes et très pertinentes. Merci beaucoup pour l'invitation. Ce soir, je viens de la GFA, mais les opinions que je parle, c'est les miennes. La GFA n'a rien voté. C'est moi qui ai fait des recherches, puis qui a écrit ce que j'ai trouvé. Et aussi, je suis la mère d'un enfant transgenre aussi, qui est en processus de découvrir son identité euh, et de nous la révéler. Alors,
c'est vraiment important de savoir ce qui arrive. Euh, le groupe de personnes transgenres ont été déclarés par la Cour suprême du Canada comme un groupe marginalisé qui ont reçu beaucoup d'incidents de violence, qui sont vulnérables, euh, ont beaucoup d'harcèlement et que les enfants, eux, sont rejetés parfois par leurs adultes qui sont censés de les protéger. Alors, et que les chiffres en Alberta, c'est que c'est moins de 1% de la population, mais ça se peut que c'est un chiffre qui est bas parce que historiquement, les gens ne disaient pas toujours, c'est moi, je suis là, je suis transgenre. Um, les écoles ont la responsabilité sous The Education Act de donner un environnement sain et sain pour le développement des enfants de toutes sortes de diversités. Um, les écoles sont les sujets des valeurs de la Charte canadienne de droits et de liberté. Euh, la Charte canadienne n'a pas d'application dans les relations privées, mais a une application quand c'est une action gouvernementale. Alors, généralement dit, les commissions scolaires, les écoles qui sont de genre public, francophone, catholique, qui sont, ont la responsabilité de suivre les valeurs de la Charte canadienne de droits et de liberté. Il y a plusieurs groupes de professeurs en droit et de gens qui sont en droit qui disent que vraiment la proposition, le projet de loi, qui est vraiment plutôt un vidéo, on n'a pas vu beaucoup de choses en écrit, on n'a pas vu les statuts et les règlements proposés. Alors, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est vraiment, on fait des assumptions, on ne sait pas tous les détails et il sera très important de retrouver ces détails-là quand, euh, quand on est en train d'essayer d'agir avec ce qui vient. Alors aujourd'hui, ce que je dis, ça ne constitue pas des conseils d'un avocat. Il faut vraiment, si vous avez un cas, parlez à un avocat spécifique. Euh, et ce que je dis aujourd'hui, c'est plutôt ce que je pense va arriver, mais je pourrais être incorrecte parce qu'il y a tant de choses qu'on ne connaît pas. Mais en vertu des propositions qui nous ont déjà parlé, si la loi serait mise en vigueur sans changement, c'est vraiment certain que ça serait vulnérable au procès devant les tribunaux et que ça ne survivra pas longtemps à cause de plusieurs choses, mais vraiment la section 2B de la charte, la liberté d'expression, euh, la- cette, les propos affectent ça. Il affecte le section 7 de droit à la vie, la liberté et la sécurité de la personne à cause que ça restricte plusieurs traitements médicaux. Euh, aussi, à cause des provisions qui disent que les professeurs ou l'école doit donner des notifications aux parents si l'enfant utilise des pronoms ou des noms nouveaux. Si l'enfant n'est pas sain et sauf dans le foyer de sa famille, il se peut que sa sécurité de la personne, s'ils utilisent la correction corporelle ou même sa droit à la vie, serait en difficulté. Um, une chose qui est vraiment concernante, c'est que les recherches de Alberta Health Services en Edmonton. J'ai pris de l'information de Edmonton parce que j'ai accès à ça, mais certainement, j'imagine que ça, c'est disponible pour Calgary aussi, que 30 à 50% de jeunes sans-abri à Edmonton s'identifient comme être membres de la communauté LGBTQ. Et le projet de loi
ça propose un projet pilote pour donner des services et des conseils pour les parents et les enfants s'il y a des stress à cause du nouveau règlement qu'ils proposent, pour donner des services de conseil pour les familles qui ont des difficultés d'adaptation. Mais je trouve que vraiment, si on n'a pas le contrôle de dire à notre famille, à notre temps et dans notre façon, que vraiment euh, c'est peut-être une situation assez grave pour un adolescent de ne pas avoir contrôle sur ça. Particulièrement s'il souffre de la dysphorie ou s'ils sont en train d'explorer le genre et peut-être tout le monde veut lui dire, OK, maintenant tu es ça parce que tu dis que tu es ça maintenant et tu ne peux pas être autre chose. Et on sait que les enfants sont en voie de développement maintenant qu'ils ont le vocabulaire et les mots pour comprendre l'identité de genre et son expression de genre. On va avoir des enfants qui vont essayer toutes sortes de choses. Ils ont besoin des places qui sont sécuritaires pour faire ces essais sans que les adultes disent à d'autres adultes, oh, j'ai vu ton enfant porter un robe aujourd'hui. Tu sais, des choses de même. Alors, le, Madame, le premier ministre proposait qu'un enfant qui se trouvait en détresse ou en danger de sa famille pouvait lui-même téléphoner au service de la protection de la jeunesse, puis rapporter ses propres parents pour avoir de l'aide du système. Et je sais que ça arrive parfois, mais ce n'est pas facile pour un enfant de téléphoner un numéro, puis d'impliquer toutes sortes de monde dans ses affaires. Um, alors, c'est toujours probable que les, le loi comme il est écrit maintenant pourrait faire que les enfants souffrent plus de violence ou d'abus émotionnels de leur maison. Je sais que c'est un petit pourcentage de parents qui ne veulent pas travailler avec leurs enfants, mais ils existent. Puis il y a beaucoup d'histoires euh, de la vie réelle qui sont vécues par beaucoup de monde. Et je pense que vraiment, il y a peut-être des conséquences graves pour certains jeunes à cause du projet de loi. Um, le section 12 de la charte est violée, je crois, parce que c'est la section qui a à faire avec les traitements ou peines cruelles et inusités. Et à cause qu'ils disent que les enfants qui ont moins de 15 ans n'auront plus le droit d'avoir accès aux traitements, particulièrement les bloqueurs hormonaux qui sont utilisés maintenant pour donner du temps à l'adolescent de grandir sans devoir faire des changements de la puberté. Et c'est vraiment quand on regarde tous les dangers, il y a des dangers, mais c'est vraiment assez sécuritaire parce que quand on arrête de les prendre, l'enfant peut traverser la puberté quand même. Alors, pour les écoles, on va voir les effets de ça parce qu'il y aura des enfants qui auraient pu avoir accès à des médicaments, à des services qui les aideraient dans une période difficile de la puberté, mais qui ne l'auront plus. Alors maintenant, les professeurs et les autres élèves vont vivre avec un enfant qui n'a pas ces aides-là. Et puis, on voit de plus en plus que les difficultés des enfants d'adaptation, de dépression, d'anxiété. Parfois, quand ils n'ont pas de service, les professeurs n'ont pas nécessairement, n'ont pas beaucoup de temps de gérer ça. Et ça veut dire que les enfants eux-mêmes pourraient souffrir et aussi leur père, leur professeur
pourront avoir plus de problèmes. Parce que si c'est un enfant qui va complètement à l'intérieur, puis intériorise, tout ça, peut-être, on va rien voir. Ils vont peut-être arrêter de parler, arrêter de participer. Mais si c'est un enfant qui extériorise ce qu'il ressentent, on va peut-être avoir de l'agression dans la classe ou ils vont être fâchés ou peut-être ils vont être anxieux ou ils vont avoir des comportements qui sont vraiment concernants dans un salle de classe parce qu'ils n'ont pas accès à l'aide qui devrait être là pour eux. Um, le projet de loi proposé viole aussi dans plusieurs places le droit du section 15, le droit à l'égalité. Et puis, à l'égalité de genre, on interprète ça d'une manière assez large, puis ça inclut les enfants transgenres et les adultes transgenres. Alors, que faire comme parent, comme éducateur, si on sait que la loi est peut-être contre la charte? Um, Ça, c'est vraiment un gros question. Parce que pour changer ça, il faut changer ou de gouvernement et changer ça dans la législature, ou il faut avoir un changement fait devant les tribunaux. On est censé de suivre la loi, mais il y a toujours des difficultés quand c'est une loi que nous sachons qui est contre la loi de la territoire, de la charte. Alors, il y a des petites choses et des grandes choses qu'on peut faire. Um, Quand une loi est censée s'il utilise, je devrais commencer par dire qu'il y a déjà Égal Canada et je pense, je ne sais pas si c'est Skipping Stones ou Stepping Stones à Calgary, un centre pour les enfants et leurs familles qui ont de la dysphorie ou qui naviguent l'expérience transgenre, qui parle d'amener un procès tout de suite pour essayer de changer la loi si ça vient en vigueur d'une manière proposée par le premier ministre. Um, mais ceci sera plus difficile si la province décide d'utiliser la clause 33, la clause dérogatoire, parfois on dit la clause non-obstant, qui dit que oui, on sait que cette loi est contre la charte, qu'on enlève les droits humains des enfants transgenres, mais on croit que c'est tellement important qu'on va le faire quand même. Alors, ça se peut qu'ils utilisent ça. C'est possible de faire des changements à la loi à travers un procès quand même, mais ce n'est pas facile parce que ça rend tout plus difficile parce que il faut trouver d'autres avenues de contestation. Um, alors, c'est peut-être on va contester que l'État n'a pas la place de gérer ce qui arrive entre un médecin et un client. Ou peut-être que on a normalement les enfants de 14 ans et de plus ont la possibilité de devenir un mature minor pour les choix médicaux. Ce n'est pas nécessairement 14 ans, ça peut être un enfant plus jeune aussi, et ça se peut qu'un enfant plus vieux que ça ne devient pas un mature minor parce qu'eux, ils ne démontrent pas assez de maturité pour faire des choix eux-mêmes. Mais en Alberta, si tes parents disent non, um, c'est toujours possible qu'un enfant dit hey, 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 c'est vraiment important pour moi, c'est pour ça que je veux faire ce que je veux faire, et on va parler aux tribunaux. Ils doivent faire les décisions dans le meilleur intérêt des enfants et pas dans l'intérêt des projets de loi des adultes. Alors vraiment, ça se peut qu'il y a autre manière de faire ça, mais quand même utiliser les clauses dérogatoires en Alberta, ce n'est pas normalement populaire. La dernière fois que ça a été utilisé, c'était les lois sur le mariage
Ils ont essayé d'utiliser ça, je crois, c'était Monsieur Klein, mais les lois fédéraux ont venu très près assez rapidement après ça. Alors, ça n'a pas eu l'effet qu'ils pensaient que ça allait avoir. Et avant ça, ils ont utilisé la clause dérogatoire pour comme un après-midi dans un cas de madame, oh, j'oublie son nom, mais elle était enfermée dans le centre, l'hôpital à Red Deer, le centre Michener. Puis quand elle était là, ils l'ont stérilisée sans l'informer. Et puis elle, euh, quand même, il y avait des lois qui permettaient ça, mais elle n'était pas une personne qui était permettée de stériliser. Alors, c'était vraiment, elle a fait tout un procès et puis le gouvernement ne voulait pas payer ce qu'ils allaient avoir à payer pour ceux qui étaient violés de cette manière-là. Ils ont utilisé ça le matin et ce que je comprends, c'est qu'il y avait tellement d'appels de téléphone à la législature et à tous les ministres et tout le monde que par l'après-midi, ils ont enlevé ça. Alors, euh, on sait déjà que si on parle d'utiliser le section 33, c'est vraiment un des places où peut-être les parents peuvent lever la main, peuvent faire des appels, peuvent écrire des lettres et dire, hey, ce n'est jamais une bonne chose quand on enlève les droits humains d'un autre humain. Alors, les autres choses qu'on peut faire quand, quand une loi euh, est en violation de la charte, on applique la loi de façon aussi restreinte qu'on le peut. On ne lit pas ça d'une manière très grande, on lit exactement ce qui est écrit. Et si ce n'est pas dans les définitions, on dit non, on n'applique pas ça. Il y a des risques et certainement et particulièrement les enseignants et les administrateurs doivent parler à leurs conseils et peut-être leurs conseils vont être moins euh, moins agressif que moi. Mais par exemple, dans l'idée qu'il faut dire aux parents, et les parents doivent approuver toute l'utilisation formelle des noms et des pronoms et le changement dans le système de l'ordinateur de l'école. Ça se peut que si l'enfant l'utilise seulement comme un surnom, que c'est je m'appelle Robert, mais call me Bobby, tu sais, est-ce qu'on doit avoir tout un changement pour ça? Peut-être, peut-être pas. Est-ce qu'on peut savoir que l'enfant ne veut vraiment pas qu'on utilise il ou elle? Alors, on n'utilise jamais les pronoms, on utilise seulement les noms. Il y a des méthodes qui sont, je pense, euh, qu'on pourrait faire, euh, mais il y a toujours des risques. Alors, parle à ton conseil parce que c'est vraiment, on est censé d'obéir la loi, même si c'est une loi terrible, mais euh, comme je dis, si on l'applique seulement de façon très restreinte, ça se peut que, et si on crée quelques délais de procès, peut-être la commission scolaire va chercher des injonctions ou va chercher plus d'instructions du part des tribunaux ou un enfant ou un parent va faire la même chose. Ça se peut que on ait le temps de faire des changements nécessaires pour que on, on peut euh, peut-être faire des changements pour que ça assez de sens, que les enfants puissent être en bonne santé et ne pas être assujettis à tout ça. Um, Si un enfant vient te voir pour dire j'ai un plainte, mes parents ne veulent pas m'aider, ça se peut qu'on doit les référer à Legal Aid Alberta, Edmonton Community Legal Center, la GEFA, Égal Canada. Um, Ça se peut
que ces ressources-là ne vont pas nécessairement les donner des avocats. Mais il y a des cas qui sont vraiment importants et parfois il y a des avocats, il y a des gens qui font partie de comités qui pourraient peut-être aider l'enfant à trouver de l'aide comme ça. Une chose qui est difficile, c'est notre charte. Les enfants sont censés avoir les mêmes droits que tout autre être humain, mais pour jouir de ces droits, les enfants doivent avoir des adultes qui sont en position de les protéger et d'être certaines que eux, ils jouissent de leurs droits. Si on est dans une situation où l'enfant a des besoins dans le domaine de genre et le parent se dit, moi, j'ai des besoins dans le genre de religion et tes besoins je n'écoute pas ça parce que c'est contre ma religion. Ça, on est dans une position où la personne qui est censée de protéger les droits de son enfant ne les protège pas et peut-être est contre l'enfant pour ce que l'enfant veut. Et c'est des situations assez complexes, mais comme société, si on va passer des lois comme ça, on aurait besoin d'avoir une méthode où l'enfant peut dire, hey, 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 je suis important aussi, je respecte mes parents, je les aime peut-être, mais j'ai des besoins qui sont fondamentaux à moi et généralement, quand on fait des procès pour le bien-être des enfants, les religions, les croyances religieuses des parents sont importantes, mais les besoins de l'enfant vont être à l'avance. C'est pour ça que dans certaines circonstances, l'État peut obtenir le droit de donner des traitements médicaux à un enfant, même que la famille dit non, parce que l'enfant est trop jeune par exemple, c'est les transfusions de sang. C'était vraiment dans les journaux il y a plusieurs années que si on est membre d'une religion, on ne veut pas avoir des transfusions de sang. Mais un enfant de 9 mois, est-ce qu'il est vraiment membre d'une religion? Est-ce qu'il a vraiment une croyance lui-même? Et s'il ne reçoit pas ce sang-là, est-ce qu'il va peut-être mourir? Et dans le domaine de la protection de l'enfance, les parents ont le droit de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Ici en Alberta, on protège le rôle principal des enfants dans l'éducation de leurs enfants. On a beaucoup de choses comme ça, mais quand même, il y a des situations où, euh, où les tribunaux ont l'opportunité de dire, ah, les parents peuvent faire ça, mais pas plus loin que ça. Alors, Oui. Je voulais juste parler. je sais que je n'ai pas beaucoup de temps qui reste, je suis hors temps. Alors, tout ça pour dire que vraiment, les détails, ça veut tout nous dire. Il y avait l'autre proposition qui vraiment sera peut-être difficile, c'est celui des sports. Et l'idée, c'est que les enfants transgenres féminines n'auront pas le droit de jouer dans les divisions sportives de filles biologiques. Et ça, c'est difficile parce que si on doit prouver la genre de chaque fille qui participe, c'est très intrusif. Ça pourrait mener à qu'il y a des gens qui demandent la vérification de filles qui sont déjà des filles biologiques et qui ne veulent pas euh, euh, être assujetties à l'attention parce qu'il y a toujours, il y a les filles qui sont vraiment féminines et les filles qui ne le sont pas. Moi, j'ai un petit barbe qui pousse à cause de mes hormones et puis, mais je suis femme. Alors, quand on a des lois comme ça,
on donne permission à certaines personnes de demander de faire des questions et de questionner tout le monde. Es-tu assez féminine pour faire ça? Alors pour moi, les écoles pourraient peut-être aller à tous des ligues co-ed ou des ligues sans genre et on enlève tous les ligues seulement masculins, seulement féminins et on divise ça seulement par poids ou par pour un sport ou par taille pour un autre sport, je ne sais pas, mais ou par âge. Alors, ça se peut que si on met ça, si euh, la solution que le gouvernement propose, c'est d'avoir euh, des ligues en plus que féminin, masculin et autres, ou tout le monde. Et puis, pour moi, ça, on va dépenser beaucoup d'argent et je ne sais pas si le gouvernement est préparé de faire ça. Alors, ça se peut que vraiment, on va voir un gros changement et tout va être plutôt co-ed. Je ne sais pas, mais il faut que tous les enfants ont le droit de jouer. Le droit de jouer un sport, c'est un droit euh, vraiment important et une responsabilité pas seulement nationale, mais internationale aussi. Alors, on a le droit de jouer et je trouve que le nouveau projet de loi manque beaucoup de détails et je ne crois pas que, comme écrit maintenant, que ça va vraiment donner des choix aux enfants. Pour moi, ça enlève les choix aux adolescents et les enfants et ça enlève les choix aux parents qui sont d'accord avec l'utilisation, par exemple, de bloqueurs hormonaux. Si ton enfant a moins de 15 ans, toi, tu n'auras plus le droit de dire oui, je crois que cette méthode de traitement, c'est la route qui est la meilleure pour mon enfant. Tu ne pourras plus consentir. Alors, je ne sais pas comment on peut dire que ça donne plus de choix aux parents et plus de choix aux enfants. Alors pour moi, il y a beaucoup de double speak et puis je sais qu'ils essaient de résoudre un problème, mais je ne crois pas nécessairement que les éducateurs et tout le monde pensent qu'il faut résoudre ce problème-là. Je trouve qu'il y a peut-être des histoires assez difficiles, sensationnelles dans les médias, certainement des États-Unis, mais Oui. je pense ici au Canada, ici en Alberta, ce n'est pas vraiment un problème qui n'a besoin d'une solution parce Mhm. que c'est pas un grand problème ici. Oui. Merci. Oui, merci beaucoup, Christina. J'apprécie vraiment vos interventions. C'est super fascinant. Alors, merci beaucoup. Maintenant, je me retourne vers Stéphane Kreiner pour parler du contexte scolaire. Donc, Stéphane utilise le pronom il et il est le président de l'Association des enseignants et enseignantes francophones de l'Alberta. Alors, Stéphane, si tu peux, s'il vous plaît, nous expliquer quelles sont les réactions des enseignants par rapport à ces lois et comment est-ce que les enseignants se sentent par rapport à l'idée d'avoir le consentement parental pour utiliser un différent nom ou pronom dans la salle de classe? Oui, certainement. Merci de m'avoir ici ce soir. C'est un plaisir de pouvoir contribuer à ce forum. Donc, la position de l'AEFA s'est formée par les politiques de notre association parents, l'Alberta Teachers Association, qui détient de nombreuses politiques liées à l'éducation. Les enseignants sont unis dans leur opposition à ces lois. Nous travaillons fort à chaque jour pour rendre nos classes et nos écoles des environnements accueillants, bienveillants, respectueux et sécuritaires, tels qu'exigés par l'Education Act. De telles lois qui ciblent les enfants transgenres, les enfants qui sont déjà à risque, vont directement à l'encontre de cet objectif. Je veux rendre clair que les enseignants apprécient le partenariat avec les parents et les rôles complémentaires dans la vie des élèves. Comme enseignant, je veux que mes élèves se sentent à l'aise d'être eux-mêmes dans ma classe. Je veux aussi qu'ils soient à l'aise d'être eux-mêmes à la maison et en fait n'importe où. Si un élève me confie une partie de son identité, c'est parce qu'elle me fait confiance. Et elle sait comment je vais réagir avec de l'acceptation, du soutien et de l'amour. Je souhaiterais que les enfants aient cette confiance en leurs parents et qu'ils sachent en divulguant leur identité à leurs parents qu'elles sont reçues avec de l'acceptation, du soutien et de l'amour aussi.
Pour tous les parents dans la salle en ce moment qui pensent, qui savent qu'ils réagiraient comme ça avec, si un enfant divulguait ça, je vous encourage en ce moment à tournez-vous vers votre enfant et dites-leur, si jamais tu as quelque chose à me dire, je veux que tu saches que je t'accepterai, je t'aimerai, je te soutiendrai, peu importe ce qui se passe. Euh, c'est ça l'environnement de sécurité que les enseignants ont visé de créer dans notre salle de classe et dans nos écoles. Et c'est la sécurité que les enfants peut-être utilisent pour justement expérimenter, tel que Maître Wallace l'avait mentionné, pour se trouver eux-mêmes un peu là-dedans aussi. Mais bon, ces lois ici ne sont pas faites pour des parents qui vont réagir comme ça. Les lois qui obligent les enseignants à divulguer des informations qui pourraient mettre les enfants à risque, on parle ici d'être obligé de divulguer des informations aux parents d'enfants qui risquent de les mettre en danger. Les enseignants seront placés dans une situation, euh, un dilemme où ils doivent protéger leurs élèves ou faire face à des répercussions légales. Et malheureusement, peu importe ce qui arrive, les enseignants feront peut-être face à des plaintes de conduite non professionnelle. Un enseignant pourrait justement choisir, si tu quoi, je ne vais pas suivre la loi, je vais protéger l'élève ici. Et plainte de conduite professionnelle contre la loi, gros problème. Ou l'enfant, il divulgue aux parents, l'enfant se fait peut-être, je sais pas, abuser ou quelque chose de ce genre-là. Et, on pourra quand même faire face à une plainte de conduite non professionnelle parce qu'on a mis un enfant en danger. Donc, pour les enseignants, il y a un gros dilemme avec ces lois ici qui va être posé. Et ultimement, je pense qu'on a besoin de faire confiance aux enseignants d'utiliser leur jugement professionnel. Et on est des professionnels formés là-dedans, alors c'est important de respecter cela. En bout de ligne, c'est pas la job des enseignants de divulguer des informations sur l'orientation sexuelle ou l'identité de genre de nos élèves. Notre job, c'est d'enseigner, de créer des environnements d'apprentissage accueillants, bienveillants, sécuritaires et respectueux, et de collaborer avec les équipes d'apprentissage des élèves pour leur réussite et leur épanouissement scolaire. Voilà. Parfait, merci beaucoup Stéphane. J'apprécie beaucoup. Et donc ensuite, je me retourne vers Elizabeth Rush, notre dernière personne pour faire une intervention. Elisabeth va faire expliquer le contexte de l'identité et Elisabeth utilise le pronom Yel. Yel enseigne à l'école Victor Brodeur à Victoria en Colombie-Britannique sur les territoires des peuples Congolais et Songhees. Elisabeth, je me demande si tu peux expliquer un petit peu sur ton identité, comment tu t'identifies et aussi c'est en tant qu'enseignante en Colombie-Britannique, je sais que c'est un différent contexte de l'Alberta, mais je me demande si on pourrait faire un petit exercice d'imagination, si te mettre dans la tête ou la position d'une jeune personne trans en Alberta. Si cette loi aurait été mise en place quand tu aurais été jeune, comment est-ce que ces lois auraient affecté ton parcours en tant qu'étudiant et enseignant, s'ils auraient été mis en place? Merci beaucoup. Je suis vraiment inspirée par les présentations de Christina et Stéphane. J'ai abondé dans le sens des deux avec des exemples. Je pense pas que j'ai besoin trop d'imaginer parce qu'à l'époque où j'étais à l'école, il y avait zéro éducation sur la diversité de genre et d'orientation. En fait, j'avais très peur à l'école tout le temps. Je pense que j'étais dans une école d'immersion où on me traitait de man-child et dyke. Donc, j'ai vécu ça très, très, très longtemps, en tant aussi d'autres propos que je ne vais pas élaborer trop ici. Ce soir même, je viens de recevoir des courriels du bureau central de mon conseil scolaire. Les enfants sont très peu intéressés par mon identité de genre et j'aime ça. Ils ne sont pas spécialement curieux. Je dis que je m'appelle Mix Rush, que mon pronom est Yel. Parfois, il y a la question comment est-ce qu'on écrit Mix parce qu'on n'a pas vu ça au primaire. Puis moi j'enseigne aux élèves cette année-ci, la 11e et la 12e année, par le passé, 8e et 9e année. Ben, la question, c'est comment est-ce qu'on écrit ça, Mix? Et puis, c'est à peu près ça.
En fait, aujourd'hui, je pense, j'ai parlé avec des élèves en théorie de la connaissance 12, je les ai eus en 8e, en 11e et en 12e, et c'était aujourd'hui qu'ils ont posé des questions sur ce que je ressens en tant qu'identité de genre. C'est la première fois où quelqu'un m'a dit, est-ce que tu peux nous partager comment tu te sens? En fait, les enfants ne sont pas captivés. Je pense qu'il y a un peu cette idée de séduction, que les personnes queer, on va séduire les enfants. Les enfants ne sont pas spécialement séduits par les personnes queer. C'est pas séduisant. Mais je peux retourner ça en disant, les adultes ont énormément de mal. Il n'y a personne qui se sent à l'aise en disant mix, et puis je me fais régulièrement appeler madame. Puis moi, ça me donne un petit côté jouissif parce que je peux dire à mon administration, s'il vous plaît, ne pas utiliser ça. Ils aiment bien donner des instructions. Moi, j'aime bien répondre avec des instructions. Mais je pense que pour bien parler du côté étudiant, je vais en fait m'éloigner pendant un instant de l'identité, du subjectif de l'identité pour parler de la langue française. Parce que moi, je travaille comme Stéphane, si je comprends bien, tu es dans un conseil scolaire francophone, n'est-ce pas? Puis moi aussi, on est dans des conseils scolaires francophones en milieu minoritaire, puis on est là pour stimuler la rétention scolaire et pour appuyer les droits linguistiques de nos jeunes pour parler français. On fait ça dans un contexte de vérité et réconciliation, n'est-ce pas, où il faut que les jeunes s'ouvrent à des perspectives et connaissances autochtones, puis la façon de voir le monde qui provient des perspectives autochtones. C'est là où j'aimerais partager mon ordinateur. Et voilà, attends, je vais partager. J'ai commencé ici, j'ai une série de choses à vous montrer rapidement. Donc ça, c'est un article que je trouve passionnant, que je lis avec mes élèves en 11e et 12e année, un Yale vieux comme les cultures autochtones. Et c'est ici l'autrice Leanne Simpson ou Beta Samosaka Simpson qui écrit en anglais. Nous avons lu la traduction française de Nupiming en classe. Les élèves ont trouvé ce roman passionnant. Et ici, il ne s'agit pas vraiment de parler tant de l'histoire que de sa traduction par une spécialiste, Ariane Desrochers, qui a parlé de sa démarche. Ici, cet article est publié en 2021. C'est écrit, la traductrice de cette œuvre, d'abord écrite en anglais, n'a pas attendu l'approbation du Robert pour faire apparaître le yel dans le texte. En fait, le pronom indéfini qu'elle emploie fait écho au pronom neutre non-binaire qu'emploie l'autrice dans la version originale. Mais ensuite, on voit, ça n'a rien à voir avec l'anglais. En entrevue, Leanne Simpson explique que c'est entre autres en référence à la langue Anishinaabe-Bowen qu'elle a choisi d'utiliser les pronoms non-genrés à travers son tout dernier livre. Puis, sur la côte ouest, là, je suis sur le territoire des peuples qui parlent le Lekwungen, donc les nations Songhees et Esquimalt, qui sont aussi des peuples où les pronoms à la troisième personne sont des pronoms non-genrés. Donc, on aime aussi beaucoup sensibiliser les jeunes au fait que la perspective sur la langue, il faut l'équilibrer avec une conscience des perspectives autochtones où les pronoms de troisième personne ne sont pas genrés de façon binaire. Et ça fait partie de notre engagement envers la réconciliation. Aussi d'apprendre des éléments des langues autochtones et de comprendre les différences de perspectives qui viennent des langues qu'on parle dans nos communautés. Puis évidemment, les langues autochtones sont menacées et en position minoritaire, et le français est également menacé et en position minoritaire. Donc, on gagne en présentant ces deux conditions ensemble. Et un autre élément ici, un article de 2017, la difficile intégration d'un élève transgenre du Conseil scolaire francophone. Donc, c'est là où je travaille. Lorsqu'on crée des milieux qui sont hostiles dans l'accueil linguistique des élèves trans et non-binaires, ces élèves finissent par quitter leur éducation francophone parce que ça passe plus facilement en anglais. Les élèves développent l'impression que le français n'est pas accueillant, la langue elle-même n'est pas accueillante. Donc, moi, j'enseigne le français en salle de classe, en milieu minoritaire,
Moi, mon rôle, comme bien dit Stéphane, c'est des milieux inclusifs. Je veux que chaque élève à l'école se sente outillé pour avoir son éducation en français et que cette éducation dote l'élève des compétences pour exprimer son identité, mais aussi les identités de ses proches, ses amis et sa famille. Donc ici, le cas ici de cet élève qui a fini par quitter l'école, elle est révélateur. Il y a plein d'élèves dans mon école qui ont vécu le même phénomène, de se dire, OK, on a l'impression d'avoir à choisir entre une éducation en français et s'afficher authentiquement. Donc, moi, je dis ça comme une mise en garde pour l'Alberta parce que je sais très bien et on n'a même pas besoin d'une loi haineuse et discriminatoire pour voir ce qui se passe lorsque l'éducation ne prône pas une approche inclusive sur le plan linguistique. Là, je parle vraiment de la langue. Le YEL, le parler du langage inclusif en salle de classe. On n'a pas besoin d'imaginer ce qui passerait ici en Colombie-Britannique avec une langue discriminatoire parce qu'on a déjà ce phénomène de perte d'élèves queer. Autre point sur l'identité de genre. Voici un bel article de Radio-Canada. Moi, Joël, non-binaire et enfin libre. Les personnes non-binaires ou transgenres existent dans la communauté francophone au Canada et ont une représentation bien établie. Donc, on voit ici un petit paratexte. Le pronom YEL est utilisé dans le texte. Qu'est-ce qu'on fait si on cache tout ça de nos jeunes? C'est là. C'est ça, la francophonie au Canada. C'est là. Donc, moi, je me penche sur la question, on parle de l'identité de genre. Si je montre cet article en salle de classe en Alberta, qu'est-ce que le monde va me dire? Ça, c'est un article de Radio-Canada. Voici les lignes directrices du gouvernement fédéral. Écriture inclusive, lignes directrices et ressources. Cette ressource est faite par le gouvernement canadien pour outiller les gens à écrire de façon inclusive en français et en anglais. Ce sont des bonnes pratiques ou les meilleures pratiques en matière de communication et les membres du gouvernement fédéral sont tenus de rédiger en se fiant à ces principes d'écriture inclusive. Ici, on voit représentation de la non-binarité dans les communications écrites. Ressources sur le vocabulaire respectueux et inclusif. Aide-mémoire sur l'écriture inclusive. Donc là, ça, c'est parce que le gouvernement fédéral, grâce à un processus de consultation assez spectaculaire avec à peu près 45 partenaires communautaires, donc c'est très, très, très inclusif le processus de consultation et de collaboration pour mettre en œuvre ces lignes directrices. Ça représente un peu l'aspiration de notre gouvernement fédéral à inclure le plus de gens possible pour que tout le monde vive une parité dans la représentation à l'oral, tout comme à l'écrit. Et puis, Christina a parlé de Égal Canada et j'étais ravie de l'entendre. Moi, j'affiche ce document grammaire neutre en salle de classe. À la différence des gens qui craignent que ça va créer de la confusion, il y a beaucoup de parents qui disent ben, c'est bien trop compliqué, toutes ces affaires-là, le français il est assez compliqué tel quel. En fait, c'est le contraire, ça stimule l'intérêt des jeunes. Parce que tout à coup, on voit une connexion entre genre grammatical et genre social. Et on bâtit un pont entre les deux. Et c'est là où les jeunes, à la place de se faire dire, ben, c'est comme ça, il faut s'adapter aux règles. Ben, en fait, les règles reflètent une vision sociale. Moi, je trouve que les jeunes répondent très bien à ça, puis ça arrête le mutisme sélectif. Moi, il y a plein d'élèves qui sont cisgenres et hétérosexuels et qui expriment un malaise, qui ne veulent pas prendre la parole en salle de classe. Ça, c'est autant en milieu minoritaire, dans la francophonie, que dans les classes d'immersion. Et j'ai fait les deux. Puis il y avait une fille, je vais dire une petite fille, elle était très, très, très fille. Et
Elle refusait de parler. On me disait, ben, cette élève-là, elle a un plan d'apprentissage personnalisé qui fait en sorte qu'elle n'a pas besoin de prendre la parole. Donc, ne fais pas d'évaluation orale avec elle. Je dis, OK, OK. Puis, un jour, j'ai dit, est-ce que tu penses que tu pourrais le faire juste avec moi, one-on-one? Et puis, elle me répond en anglais, only if you show me how to say sibling in French. So, je dis, hey, c'est excellent, on va faire une petite leçon là-dessus. Puis, il y a des ressources comme celle de Transcare BC. On parle des ADELF, parfois des frères. J'aime bien ADELF, ça fait classe. C'est un beau mot du 17e siècle pour parler de la connexion, l'adelphité, les liens de parenté entre les enfants des mêmes parents, l'adelphité. Ben, on a parlé du mot ADELF. Ben, à la fin de l'année, cette élève, elle a fait une présentation orale sur sa famille. Le problème, ce n'était pas l'anxiété, c'était qu'on n'avait jamais montré à l'élève comment parler de son sibling, son ADELF. Puis l'élève était si gêné parce qu'on avait montré maman, papa, frère et sœur. On n'avait même pas montré qu'on pouvait juste dire mes adultes, mes êtres chers, mon ADELF. Donc, lorsqu'on travaille ces éléments-là, ce n'est pas que pour les élèves trans et non-binaires, c'est également pour leur famille. C'est pour leurs frères et sœurs et ADELF. Hein? C'est pour... Parce que les personnes queer n'existent pas en isolement. Les personnes queer sont intégrées dans les noyaux familiaux et dans les communautés qui les aiment. Mais il faut aussi outiller ces communautés-là pour les nommer. Donc, moi, j'explore toutes ces choses. Et là, je vais faire un tout petit détour parce qu'on a parlé d'identité de genre. Moi, si j'étais Albertin ou Albertaine, que j'étais en salle de classe, moi, j'enverrais un courriel chaque jour en disant, puisque j'enseigne en français, je vais aborder l'identité de genre en classe aujourd'hui. Parce que dès qu'on parle des pronoms, dès qu'on parle elle, il, l'accord des participes passés, là, on parle de l'identité de genre. Ça, c'est l'identité de genre. On a toujours fait l'identité de genre en salle de classe. Puis, ça n'a jamais fait l'objet d'un consensus. Moi, je me souviens quand je pense que j'avais 12 ans, puis j'avais des profs de la France et des profs du Québec, et j'étais dans ma petite école d'immersion. Il n'y avait même pas les écoles du Conseil scolaire francophone encore. Il y avait le programme cadre. Et là, je remarquais qu'il y avait des profs, on parlait de Bertha Wilson, première juge du Canada, première juge femme. Puis, j'avais des profs qui disaient ben, Madame la juge, Madame la juge Bertha Wilson, puis d'autres qui disaient Madame le juge Bertha Wilson. Et j'ai posé la question à ma mère et elle a dit ben, pose la question à tes profs. Qu'est-ce que je sais, moi? Puis mes profs ont dit ben non, c'est Madame le juge. Puis j'avais l'autre prof qui me disait mais c'est une juge, c'est une femme, c'est une juge. Puis ça m'a pris jusqu'à ma maîtrise en français à Cambridge avant que je comprenne qu'il y avait un problème de féminisation des métiers. Le Québec et le Canada étaient des leaders mondiaux au niveau de la féminisation des titres de métier. Une femme pouvait être une ministre, une juge, une présidente. Mais je n'avais pas compris qu'en fait, on a fait ça en France en 2019. C'est pour ça qu'on avait encore Madame le Président, Madame le Juge. Mais là aussi, la question de genrer le monde, on genrait les femmes au masculin lorsque c'était prestigieux. Right? C'était pas Madame le nettoyeur. Madame le Président, oui. Right? Mais les titres de métier prestigieux, on les masculinisait. So, je trouve ça fascinant. Je crois qu'on gagne à remettre dans tout ça la dimension historique et la dimension conflictuelle de la langue elle-même. La langue n'a jamais fait l'objet d'un consensus universel. Puis lorsqu'on le montre aux élèves, pareil pour les règles de grammaire, que c'est beaucoup trop complexe pour dire qu'on ne va pas aborder l'identité de genre. On le fait chaque fois qu'on prend la parole en français.
So, je pense que parfois, ce qu'on veut dire par identité de genre, c'est l'identité des gens comme moi. Right? On ne veut pas parler de l'identité de genre des personnes queer. Mais les personnes cisgenres et hétérosexuelles, ce n'est pas l'identité de genre, ça. Ça, c'est juste le quotidien. Sauf que ça fait aussi partie de l'identité de genre. Chaque fois que je parle aux jeunes et je vois qu'il y a des questions d'accord, je croise mon élève Carissa Dai en 12e et je dis, je remarque que là, tu as écrit « Je suis allé », mais tu as écrit ça avec un seul E accent aigu. Est-ce que c'est parce que tu veux signaler ton identification en tant qu'homme? Elle me dit « Oh non, non, c'est un oubli. Je vais ajouter mon E. Je veux me représenter au féminin. » Mais là, on parle de l'identité de genre. So, on l'a toujours fait, on le fera toujours. Là, c'est une question de montrer la vérité aux jeunes. Et la vérité, c'est que notre gouvernement fédéral prône activement des stratégies pour assurer une parité de représentation. Des organisations qui incluent des experts mondiaux et des expertes mondiales en matière de grammaire prônent des approches inclusives. Radio-Canada fédéral représente la réalité des personnes non-binaires qui font partie de la communauté francophone. Je ne peux pas cacher des gens en salle de classe. Là, ce qu'on me demande de faire, c'est de cacher une réalité. Mais on ne peut pas se le permettre parce que les élèves sont TikTok, Internet, Instagram, right? On ne va pas cacher tout ça. So, je pense qu'on doit, si on doit cibler une stratégie, c'est cibler la stratégie de la rétention scolaire en milieu minoritaire francophone. Moi, j'adore ce que disait Stéphane sur les milieux inclusifs. On est inclusif, mais aussi parce qu'on veut prôner le français pour nos jeunes, pour défendre leurs droits linguistiques. Mais une partie de leurs droits linguistiques, c'est de les outiller avec la littératie sociale pour fonctionner dans la francophonie locale et mondiale. Et la francophonie locale et mondiale inclut la non-binarité. Ça inclut le langage épicène. Ça inclut des articles où on parle de personnes non-binaires. Donc, pour moi, c'est une question d'outiller nos jeunes pour fonctionner. Moi, quand je vois ces lois en Alberta, je pense à des gens qui ne comprennent pas le français. C'est ça que je comprends. Les lois, là, sont faites par des gens qui ne comprennent pas le français et qui sont probablement anti-francophones. Ça, c'est ma vision de la chose. C'est parce qu'on ne peut pas parler français et ne pas aborder l'identité de genre. Ce n'est pas possible. Ça ne fonctionne pas. Donc, ça c'est juste ma perspective ici. Je viens de la Colombie-Britannique et j'ai toujours grandi ici. C'est vraiment un privilège de côtoyer des gens de l'Alberta parce que je sais que c'est un contexte où vous luttez fort en ce moment pour défendre les droits de vos jeunes en éducation. Moi, je pense qu'il y a des stratégies, on peut bâtir des ponts, mais c'est vraiment une question de dire, on doit ouvrir les portes au monde francophone. Et c'est ça le monde francophone. L'Alberta ne peut pas cacher le monde francophone à travers des lois obscures et mal rédigées. Donc, j'arrête là, mais j'ai hâte de comprendre davantage les craintes et les perspectives des gens dans le contexte albertain. Oui, merci beaucoup, Elisabeth. Ça me donne beaucoup tu m'as fait passionner de lire ces articles puis ces livres. J'ai vraiment le goût. Puis il y a d'autres personnes aussi qui ont demandé pour les articles dans le chat. J'ai fait de mon mieux de partager les liens que je connaissais, mais s'il y en a que vous voyez que j'ai manqué, s'il vous plaît, n'hésitez pas de partager. Alors, maintenant, je vais me retourner pour les questions dans la salle. On a 20 minutes. Alors, comme j'ai dit, il n'y a aucune mauvaise question. On veut vraiment que ce soit une chance pour vous de poser les questions que vous voulez sur
les lois spécifiquement et non les identités, alors vous pouvez soit lever la main ou écrire une question dans le chat, c'est vraiment comme vous voulez. J'ai une question pour Elisabeth. Um, j'ai dit au commencement avant on a même commencé que j'ai un enfant qui vont parler pronom IL. IL a seulement 8 ans et IL n'a pas décidé de quelle façon IL veut gérer la langage quand ça va dans son contexte. Alors, dans son propre contexte, il y a la difficulté, son enseignant trouve un peu de difficulté de dire, oh, tu as fait des bons travaux aujourd'hui, tu es bonne, ou parce que elle est non-binaire. Alors, c'est un peu difficile dans ce contexte et je voulais juste vous demander si vous avez des suggestions dans ce contexte parce que c'est un peu confusant pour tout le monde dans le port, spécialement dans le langage français. Dans le langage Oui, anglais, on est un peu plus confortable avec les pronoms, mais c'est juste le langage géré. C'est juste, ils n'allont pas me faire une grande décision de comment elle veut être parlée de. oui. Ah, non, absolument, c'est complexe. C'est très Moi, complexe. j'ai des élèves non-binaires comme moi, puis moi, je complimente le fruit du travail plutôt que le jeune ou la jeune. Je vais dire, wow, ton travail aujourd'hui a été fantastique, ou j'ai vraiment admiré tes efforts. Tes réussites en cours sont spectaculaires. Tu sais, comme on peut genrer les produits, right? Les travaux, les essais. Wow, ta performance aujourd'hui, c'était un régal, génial. C'était merveilleux. Mais comme ça, je ne. Et en fait, je le fais même avec des élèves cisgenres parce que je ne veux pas trop étiqueter l'élève. Je veux parler de son travail. Moi, je ne connais pas l'intégralité de l'élève. Je connais son travail dans le cadre de ma salle de classe. Je connais un peu l'élève dans le cadre de l'école, de la vie scolaire. Mais est-ce que je connais toutes les facettes de l'élève? Pas du tout. Donc, moi, à la place, je comprends le t'es bonne, t'es right, mais parfois c'est wow, excellent travail, excellent résultat, ou je suis fier de toi, au pire des cas. Right? Je ressens de la fierté en ce moment. Je vois ton investissement. Donc, on arrête de dire tu es forte, tu es intelligente, tu es intelligent, tu es bon, tu es bonne. Plutôt, ton travail ici est exceptionnel. Je vois tes efforts. Et puis, on arrête tout court. Parfois, je me fais un plaisir avec ma propre à la place de dire je suis heureuse ou je suis heureux. Moi, j'utilise les accords au féminin. Moi, je t'ai assigné femme à la naissance, puis je sais pourquoi les gens disent elle. Right? Je comprends. Moi, j'utilise les accords au féminin parce que je ne veux pas effacer le féminin. Mais donc, parfois, je dis aux élèves, écoute, on peut jouer avec les accords. Peut-être que c'est un mélange où tu utilises des accords au masculin. Il y avait une élève, c'est une fille, qui a dit, je m'identifie comme fille, mais moi, par principe d'égalité et de lutte pour égalité des genres, je vais utiliser les accords au masculin parce que c'est moins de travail. Elle m'a dit, je veux faire le calcul du nombre de E supplémentaires que je vais devoir écrire dans ma vie. Ben moi, c'est non. Moi, j'ai déjà à gérer les tampons et les menstruations. Ça, c'est un travail supplémentaire. Moi, j'ai ce travail supplémentaire. Moi, je ne veux pas le travail supplémentaire de me représenter dans la langue. Donc, moi, je vais utiliser les accords au masculin et le pronom elle. Veux pas. Voilà, point barre. Et j'ai dit, amazing, bravo, OK, utilise. Et tu peux mettre
Anastasia Trudel, elle, she, her, accord au masculin. Puis c'est clair. Right? Et j'adorais son principe. C'était pas un principe de ne pas être cisgenre. C'était un principe de ne pas vouloir écrire les E supplémentaires. Je trouvais ça tellement drôle. Mais j'ai dit, quand tu écris un travail, tu affiches un paratexte, un peu comme le paratexte, mettons, ici, tu vois, il y a le paratexte. Je trouve cette stratégie paratextuelle très intéressante. Radio-Canada affiche le paratexte qui parle des accords et du pronom. Et je dis aux élèves, mettez un paratexte pour m'expliquer les accords et le pronom que vous allez utiliser, un peu comme Radio-Canada. Puis ça va me guider quand je vous évalue. Right? Je vois ça. Et petit, retour pour Stéphane, j'ai vécu des plaintes de parents. Right? Puis on n'a pas la loi. So, j'ai de la compassion pour les profs là-bas. Je sais ce que c'est. C'est effrayant. C'est vrai, c'est effrayant. Right? Les choses, you're a groomer, c'est vraiment drôle. Je suis à l'école francophone, mais c'est une corruption des jeunes. Right? On vit ça, mais je me retourne, ce que je fais maintenant, je me retourne vers les ressources que je viens de vous montrer et je dis, mais j'essaie de les sensibiliser à des stratégies éditoriales en vigueur au Canada pour que le jeune développe sa littératie. Parce que si l'élève tombe sur cet article, je veux que l'élève comprenne ce que c'est que ce texte paratextuel et sa fonction. Donc, j'essaie de travailler sa littératie. C'est vraiment fantastique. Je voulais prendre le temps pour poser une autre question que j'ai reçue. Quelqu'un a demandé s'il y a d'autres sessions d'information genre autonome. Alors, je pense que c'est quelque chose pour la FPFA. On est tout le temps content de travailler avec la FPFA, mais s'il y aurait d'autres sessions d'information, je laisse. C'est plus eux qui vont pouvoir répondre à cette question. Je peux peut-être répondre à cette question-là. Comme tout de suite, on ne sait pas ce que réserve le gouvernement provincial avec cette loi, mais c'est certain qu'on surveille et s'il y a d'autres consultations ou s'il y a des choses qui vont sortir, la FPFA va certainement tenir les parents informés. Et on encourage aussi les parents certainement d'en parler avec leur conseil d'école. Qui sont leurs représentants. Alors, c'est ça. C'est tout ce que je veux dire. Merci. Et Pierre, j'ai vu que tu avais la main levée. Oui, j'ai une question pour Stéphane en tant que professeur et moi en tant que parent. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de donner l'accord très limité, l'accord que mes enfants suivent l'éducation sexuelle. Il faut que je donne l'accord qu'ils ne suivent pas l'éducation sexuelle. Est-ce que le fait qu'on va le faire dans l'autre sens, il y a un risque du coup, le parent a oublié de remplir le formulaire, l'enfant n'a pas pensé à ce qu'il fallait, qu'on va avoir moins d'élèves qui, de façon inopinée, vont se retrouver avec moins d'éducation sexuelle qu'on en avait aujourd'hui. Le opt-in et le opt-out, de faire la différence. Oui, Ce c'est qui, exactement ça, ce qui va arriver. Il y a des élèves qui vont pas amener leur formulaire, qui vont perdre leur formulaire. On ne peut pas les mettre dans le cours. Et le résultat de ça, ça va être très simple. Ces élèves n'auront pas l'instruction qu'ils ont besoin par rapport à ces choses-là. Et on peut voir les autres juridictions où ils ont limité l'éducation sexuelle et voir les résultats de ça. C'est pas quelque chose qu'on va réinventer la roue ici. Vous autres, il y a d'autres juridictions qui ont déjà fait ça. On peut voir exactement ce qui va arriver ici en Alberta à cause de ce changement-là. Mais oui, effectivement, Pierre, il y aura moins d'élèves qui vont suivre ces cours-là et moins d'élèves qui auront les connaissances euh, qu'on apprendra dans ces cours-là, sans aucun doute. donc moi, en tant que parent, ça me fait réfléchir. Mon enfant a l'éducation sexuelle nécessaire parce que je n'ai pas oublié de remplir le formulaire. Mais est-ce que l'enfant avec lequel il va être, ou le jeune adulte, peu importe à l'âge à laquelle ils font leur découverte sexuelle, a l'information nécessaire? Et donc, on va se retrouver dans une dichotomie d'informations où un élève saura qu'il faut utiliser un condom et l'autre ne saura pas ce que c'est. Ou d'autres
pour être super simple. Et donc, on va peut-être se retrouver avec des jeunes qui n'auront pas eu l'information, qui vont se retrouver avec des maladies sexuellement transmissibles, alors que s'ils avaient eu l'information et qui potentiellement vont mettre à risque ceux qui ont reçu l'information, notamment au niveau du consentement. Il y aura des élèves qui ont reçu l'éducation sur le consentement et l'autre qui ne l'auront pas eu. Et donc, moi, ce que je crains, c'est que nos enfants, quand ils vont se retrouver en couple, vont avoir un niveau d'éducation différent, ce qui va faire que les relations vont être un peu plus complexes. Déjà, il y a beaucoup de choses au niveau des émotions, mais si on n'a pas les mêmes bases simples, formelles d'éducation, on va se retrouver dans une situation un peu plus difficile. Absolument. Et je suis content que tu as mentionné le consentement aussi parce que moi, j'allais le mentionner sinon. Parce que ça, c'est une place que on parle des condoms, on parle des maladies transmises sexuellement, le consentement. Tout ça, ça va ensemble et c'est partie de l'éducation, de croissance et développement dans le programme d'éducation physique et bien-être en Alberta. Pour réfléchir que le gouvernement qui a créé ce curriculum ici a mis ces choses-là dedans explicitement. Mais maintenant, par défaut, ne veut pas qu'on les suive. Donc, il y a un peu, pourquoi est-ce qu'on a mis dedans si on ne veut pas qu'ils les suivent par défaut? Alors, voici ce qui va nous rendre des Albertains bien formés, bien éduqués, mais pas cette partie-là parce qu'on ne veut pas qu'ils le suivent si les parents ne veulent pas, ou seulement le suivre parce que les parents le veulent plutôt. Donc, Mhm. ouais, c'est absolument un problème qui va exister. Puis, comme je l'ai dit, là, il y a d'autres juridictions qui ont déjà fait ceci et les résultats sont très évidents. Mais sans prendre position pour autant, donc quand je comprends le gouvernement, si on décide de ne pas avoir l'école qui fait cette éducation, ça veut dire que l'éducation va se faire à la maison. Je dirais plutôt que c'est un espoir plutôt qu'une garantie. Oui, Ouais. mais si je suis le parent et que je décide de ne pas faire l'éducation à l'école, c'est que je vais la faire différemment. Je vais la faire peut-être à travers ma communauté, peut-être dans mon groupe religieux. Ce que je veux être sûr que les parents comprennent, c'est que ça, c'est pas parce que l'école ne fait pas l'éducation que nous ne pouvons pas faire l'éducation pour nos enfants. Nos Mhm. enfants vont se retrouver dans des situations de consentement, dans des situations de proximité ou de promiscuité, peu importe qui nous sommes, et qui ne sont pas équipés. Donc, je veux être sûr qu'on se comprend bien en tant que parents de l'Alberta que ce que l'école ne fait pas, ce sera toujours de notre responsabilité de le faire. On ne va pas Oui. pouvoir ignorer les abeilles et les fleurs trop longtemps. À un moment, nos enfants ont besoin de savoir. Donc, Et si on puis, fait le choix que c'est même l'école, au-delà de la partie sexuelle de ça, si on parle pardon? de quelque chose aussi simple et aussi général que la puberté, tout le monde passe à travers la puberté. Maintenant, en Alberta, les moins de 15 ans n'auront plus le choix non plus. Tout le monde passe à travers ça. Tout le monde aura les mêmes curiosités, les mêmes pensées, les mêmes changements qu'ils vont vivre, de leur propre manière, bien sûr. Mais tout le monde va vivre ces choses-là. Maintenant, il y en a qui vont savoir, il y en a qui ne vont pas. Puis oui, l'iniquité qui sera créée parce qu'il y a certains enfants qui ne vont pas avoir cette éducation-là, absolument quelque chose de problématique. Et oui, ça en principe retomberait aux parents d'enseigner cette partie-là. Je peux dire avoir enseigné les cours de croissance et développement nombreuses fois à travers ma carrière. Euh, il y a plein d'élèves qui ont plein de questions. Et des fois, comme enseignant, je vais dire, tu peux poser cette question à tes parents. Parce que ultimement, quand on crée un environnement bienveillant, sécuritaire dans la classe, ça s'applique pour l'enseignant aussi. Des fois, les questions que l'enseignant va dire, c'est peut-être une question mieux posée à vos parents, celui-là. Et les parents doivêtre capables de le répondre, et ça, ils vont le faire de leur manière, bien sûr. Mais bien sûr que je pourrais la répondre et avoir mon opinion personnelle. Je suis professionnel dans la salle de classe et je vais enseigner ce qui est dans le programme d'études spécifiquement et pas mes points de vue personnels parce que justement, euh, Elisabeth a fait référence le grooming puis les accusations auxquelles peuvent faire face les enseignants. Je ne veux pas faire face à ça. Je vais enseigner ce qu'on m'a dit d'enseigner et ça, c'est noir sur blanc dans le programme d'études et c'est ce que je vais faire en tant que professionnel. Mhm. Juste Merci. ajouter quelque chose aussi, l'exemple qu'Elisabeth avait donné par rapport au français puis choisir d'omettre les E par principe. Là, moi, je considérais ça honnêtement comme professionnel enseignant une meilleure évidence d'apprentissage de l'accord des genres et des noms que juste robotiquement faire la bonne conjugaison des verbes ou même accord. Là. C'est honnêtement meilleur parce que tu le fais de manière consciente. Alors, absolument, j'adore cette idée-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser? On a 5 minutes qui nous restent, maintenant 4 minutes. Euh,
s'il y a d'autres questions, c'est vraiment pour vous. Je vais poser une question rapidement à nouveau à Rosella et à nouveau pour toi, Stéphane, et potentiellement Elisabeth. Dans le sens où une des points de vue, c'est des points de la loi, c'est l'approbation des ressources par le gouvernement. Pourquoi pas? Mais nos ressources sont souvent francophones en français, ne viennent pas forcément de l'Alberta. Donc, est-ce que on va se retrouver dans une situation, Elisabeth, tu disais, le gouvernement ne comprend pas forcément les francophones. Je ne sais pas si je suis tout à fait d'accord avec toi de ce point de vue-là, mais est-ce qu'on va se retrouver dans une situation de retard parce qu'on va devoir avoir nos ressources potentiellement francophones du Québec ou peut-être d'ailleurs dans le monde qui vont devoir passer par... ou est-ce que c'est déjà un processus que l'on a dans l'éducation francophone en Alberta et que ça ne va pas vraiment changer beaucoup? Oui, je peux répondre à ça tant que je peux. Puis, le délai dans les ressources est absolument un problème. On voit un nouveau déroulement des programmes d'études en Alberta actuellement et les programmes d'études, les ressources en français ne sont simplement pas prêtes en même temps que celles qui sont en anglais. Ça fait des années que je parle de ceci avec d'autres groupes là, par rapport à ça, mais oui, il y aura un délai. L'autre chose aussi que j'aimerais soulever, c'est que les enseignants, encore une fois, sont des professionnels en éducation et sont absolument capables d'utiliser leur jugement professionnel pour décider quelles ressources devraient être utilisées dans leur salle de classe pour l'apprentissage de leurs élèves. Je ne vois pas à quel point ajouter un gros montant de bureaucratie pour faire approuver chaque ressource, à quel point c'est même vraisemblable pour le gouvernement. Euh, Surtout dans un système albertain où on est très sous-financé au niveau que nous le sommes. Donc, je ne vois pas comment ça c'est vraisemblable non plus. Encore plus que ça, j'avais une dernière chose là, que je ne veux pas oublier. Pour les ressources aussi. Ouais, ça m'est échappé. Ça va revenir. Il me reste 3 minutes pour la trouver, là, ouais. Moi, je pense à la stratégie de traduction de notre ministère de l'Éducation et de la petite enfance. Tous les documents, les lettres sont traduites en français, ce qui est un très bon début. Et l'intégralité de l'équipe de traduction vient de l'Europe. Et les traductions sont au masculin générique. C'est très intéressant. Donc, nous recevons des lettres du ministère de l'Éducation sur, mettons, l'antiracisme et l'égalité de genre. Et ça va être écrit « Cher directeur, cher enseignant, cher... » Et je dirais, c'est pas que c'est tragique, mais ça reflète une déconnexion et aussi la surreprésentation d'une approche qui n'est peut-être pas pleinement consciente des possibilités canadiennes. Je trouve que dans le contexte britanno-colombien, on est très eurocentrique dans notre approche de la langue. Il y a très peu d'éducation sur l'existence des communautés francophones en milieu minoritaire. Les élèves ne savent pas que ces communautés existent. Puis on n'utilise pas des ressources locales, même si ces ressources existent. On continue à privilégier des ressources européennes. Lorsque nos élèves graduent du Conseil scolaire francophone, souvent, ils sont obligés à passer le DELF pour faire valider leur français lorsqu'ils vont à l'université. Donc, mon impression est on a une abondance de ressources en français. En fait, on a une abondance de bonnes ressources au Canada qui sont conçues avec la francophonie canadienne au sens large, pas juste le Québec, mais l'ensemble du Canada. On a une abondance de ressources. Et parfois, je pense qu'il y a des craintes de les utiliser parce que ces ressources ne sont pas toujours considérées pleinement légitimes. Et on dépend trop de ressources qui viennent d'un milieu qui ne comprend pas pleinement notre réalité ici. J'apprécie des perspectives qui viennent d'ailleurs, mais pas au détriment de notre francophonie locale. Justement, sur ça, je me souviens du dernier point que je voulais dire, c'est que l'Alberta Education, ils ont un système pour approuver des ressources. Si je me souviens bien, le pourcentage, c'est que 80% pour avoir une ressource approuvée par Alberta Education, par exemple, un livre de mathématiques, un manuel de mathématiques, 80% du programme d'études doit être couvert dans cette ressource-là pour être considéré approuvé.
Je pense que c'est ce pourcentage-là, si je me souviens bien. Donc, cette partie-là existait déjà, d'avoir des ressources approuvées ou pas, mais avec le nouveau programme d'études qui sort, c'est beaucoup plus lent, surtout, encore une fois, à cause le programme d'études sort rapidement, il sort dans beaucoup plusieurs différents niveaux, là, alors ça complique les choses. Donc, il y a déjà ce procédé-là qui existe pour approuver les ressources dans le système, mais je ne vois pas comment il le ferait à une échelle pour toutes les ressources touchant à chaque sujet. Je ne vois pas ça comme vraisemblable. Parfait. Donc, oui, on est arrivé à 20h32. Je voulais vraiment dire un gros merci à toutes les personnes qui ont fait des interventions, à Maître Christina Wallace, Stéphane Kreiner et Elizabeth Rush. Je voulais dire un gros merci à la FPFA pour avoir cet événement. J'ai juste mis mon courriel. Si jamais vous avez des questions, vous voulez me contacter, je suis à votre disposition. Alors, oui, merci beaucoup. Et moi, je voulais remercier tout le monde au nom de la Fédération des parents francophones d'Alberta. Merci d'avoir participé à notre réunion. Merci nous espérons que vous êtes mieux informés maintenant par rapport aux enjeux de cette proposition de loi et que vous serez capable de prendre des décisions qui sont en accord et en respect avec vos croyances et vos souhaits pour soutenir vos enfants, non seulement vos enfants, mais aussi tous leurs amis dans leur développement. Votre avis nous est vraiment très important pour offrir les meilleurs ateliers en français à nos parents. Donc, veuillez bien remplir, s'il vous plaît, le formulaire d'évaluation. Natacha, je pense que tu vas pouvoir nous envoyer le lien rapidement. Et ensuite, nous vous souhaitons un très bel été et nous espérons que vous pourrez nous voir et nous rencontrer avec les prochaines sessions que nous organiserons avec les FPFA à la rentrée prochaine. Merci à tous et à toutes.